La puce déclic, le balado de la puce ressources informatiques qui fait clic. Avec nos invités, nous déclenchons des discussions passionnantes sur la littératie et la transformation numérique dans le milieu communautaire et dans notre société. Préparez-vous à avoir le déclic. Bonjour et bienvenue au balado La Puce déclic, le balado de la puce ressources informatiques. Donc, bienvenue à ce balado à Daria Marchenko. Bonjour. Et à Saad Septi. Donc, on est très content de vous avoir sur ce balado qui va porter sur la sobriété numérique. Donc, c'est vraiment un thème dont on entend de plus en plus parler, mais qu'on méconnaît. Et l'idée au travers de ce balado, c'est de voir un petit peu, c'est quoi la sobriété numérique, en quoi consiste la pollution numérique, et puis comment réduire, comment repenser, et puis aussi réutiliser nos équipements numériques. Donc, c'est ce qu'on va voir avec nos invités, mais je les laisserai se présenter un petit peu pour qu'on puisse en savoir un peu plus sur eux. Donc, je laisserai Daria se présenter. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Daria Marchenko. Je suis fondatrice de Ecoist Club. C'est un projet d'impact social qui nous permet d'apprendre davantage sur les changements qu'on vit et sur la consommation des technologies de l'information et de la communication. En même temps, je fais mon doctorat à HEC en numérique responsable, en marketing. Et donc, je suis très contente d'être ici pour pouvoir apporter un peu quelques idées qu'on développe aussi bien que dans ma vie d'entrepreneur à l'impact social et aussi dans ma vie académique au sein de HEC. Merci beaucoup. Donc, il y a également Saad qui est avec nous. Oui, donc bonjour, moi c'est Saad Septi. Alors, je suis coordonnateur marketing et développement à Insertec, qui est une entreprise d'insertion socio-professionnelle qui aide des jeunes de 16 à 35 ans à intégrer le marché du travail. Et nous, notre spécialité, c'est la récupération, le réemploi de matériel informatique afin de former les jeunes à le remettre en état et ensuite de le remettre en circulation pour la communauté à des prix très abordables. Et donc, c'est ça, on est un guichet unique pour tous les besoins techno de la communauté. Donc, ça fait 12 ans que je travaille à Insertec pour faire connaître l'organisme, pour faire la promotion de pratiques éco-responsables en termes de technologie. Et c'est ce qui me mène aujourd'hui avec vous pour parler de ça, justement. Bienvenue et merci beaucoup pour votre présence. Donc, on va parler de sobriété numérique, mais pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est quoi la sobriété numérique? Je ne sais pas si Daria peut-être pourrait introduire. Tout à fait. Je ne pense pas qu'il y ait une définition officielle de la sobriété numérique, mais c'est un concept assez important dans la transition écologique. Et moi, je le définis pour moi comme l'ensemble de pensées, d'attitudes et de pratiques qui visent à comprendre et réduire les impacts environnementaux, les impacts négatifs de notre consommation du numérique. Et ça peut inclure les pratiques ou les pensées qui touchent l'impact environnemental, mais ça peut aussi se répandre sur l'impact sociétal, c'est-à-dire notre temps d'écran, notre impact sur notre santé et d'autres impacts qu'on découvre au fur et à mesure qu'on consomme le numérique. Tout à fait. Moi, j'abonde dans ton sens, Daria. Pour moi, dans mon domaine spécifiquement, la sobriété numérique, c'est lié au matériel, sachant tout ce que ça demande comme énergie, comme matière première pour fabriquer un appareil. Et c'est des appareils que, par la force de la publicité, par la force de toutes les sirènes du marketing qui nous poussent à acheter davantage et davantage, nous on dit non, soyons sobres à ce niveau-là, gardons nos appareils le plus longtemps possible et réparons-les, entretenons-les pour les garder le plus longtemps possible parce que c'est du matériel qui est précieux. Et donc ça amène aussi à penser qu'on a entendu parler de la pollution par rapport à l'environnement, mais là, on parle de pollution numérique. Donc là, c'est un petit peu l'idée d'être conscient qu'il y a une pollution numérique. Comment un petit peu on pourrait définir cette pollution-là? Si vous permettez, je vais le définir comme, en fait, ces impacts, ils sont très multiples. Et quand on essaie de
cerner le problème, on essaie de trouver des mots qu'on comprend déjà. Donc, la pollution, on sait ce que c'est la pollution. Quand on parle de la transition écologique ou de la crise écologique, de la crise climatique, les mots qui nous viennent facilement à l'esprit, c'est la pollution. Donc, on parle de la pollution numérique quand on voit l'impact de l'industrie numérique sur la planète. Souvent, quand j'ai commencé mon travail dans ce domaine du numérique responsable, je commençais à parler de la pollution numérique et on me demandait, mais au juste, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu parles de l'impact CO2, de l'impact matériel ou de l'impact, par exemple, quand on est bombardé de partout par des notifications, notre espace privé est pollué par l'information qui est constamment transférée à travers les écrans. Donc, on peut le définir comme on veut. La question, c'est comment après on travaille avec cette définition-là. Donc, je pense que ça dépend de notre discours, ça dépend du contexte, beaucoup. Et c'est sûr que quand on parle de pollution numérique, comme disait Saad, il y a tout l'idée aussi des équipements. On a entendu parler d'obsolescence programmée. Donc, il y a aussi en termes d'équipement une certaine pollution aussi. Absolument. La grande majorité des impacts du numérique, quand on voit l'ensemble, c'est lié aux équipements. Et ce qu'on a tendance à penser, c'est que c'est les déchets techno qui sont les plus impactants. Mais en fait, c'est juste la pointe émergée de l'iceberg. Parce qu'il faut considérer l'ensemble du cycle de vie d'un appareil électronique. Prenons un ordinateur ou un téléphone intelligent, par exemple. Vous savez qu'il y a plusieurs étapes qui commencent par l'extraction des ressources. Il y a la fabrication, il y a le transport, il y a l'utilisation au niveau du consommateur, et puis après, il y a la gestion en fin d'utilisation. Donc, chacune de ces étapes-là a un impact sur l'environnement. Et il y a plusieurs analyses de cycle de vie qui ont été menées, donc des études scientifiques avec beaucoup de recherches qui ont démontré qu'il y a 80% des impacts environnementaux négatifs qui se situent au niveau de l'extraction des ressources et de la production des appareils. Donc, c'est vraiment à ces niveaux-là que ça se joue le plus quand on pense à tout ce que ça demande comme matières premières, comme terres rares, comme ressources non renouvelables qu'on va utiliser et tout ce que ça rejette dans l'environnement comme résidus toxiques qui vont polluer les nappes phréatiques, les terres, etc. Donc, c'est vraiment très, très, très dommageable pour l'environnement. Puis, sans parler aussi, bien sûr, des gaz à effet de serre. Oui, je pense que ce qu'on peut ajouter aussi, c'est souvent la pollution numérique, c'est une pollution invisible parce que quand on regarde nos terminaux, donc ça veut dire nos appareils, nos écrans, ce sont des objets esthétiques. On est loin des gros camions qui produisent du bruit ou de la fumée, c'est pas cette image qui vient nécessairement à l'esprit. Donc, pollution numérique, ça reste invisible et un peu abstraite, comme ça nous a présenté. Si on regarde vraiment les éléments d'où ça vient la pollution numérique, effectivement, la grosse partie, c'est la fabrication. Et il nous reste aussi une partie de l'énergie. On a besoin d'alimenter nos batteries, de charger évidemment chaque jour quasiment nos téléphones, brancher notre équipement. Et ça aussi représente un impact parce que on dit qu'à l'échelle mondiale, on peut imaginer que l'industrie numérique, c'est comme un pays qui consomme l'électricité. C'est plus que le Canada, plus que l'Allemagne et la France. Pas ensemble, mais séparément. C'est autour de 7% de l'électricité mondiale qui est consommée par l'industrie numérique. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que là, je cite Le Monde sans fin. C'est un livre assez curieux de Jean-Marc Jancovici, ou Jancovici, comme vous prononcez. C'est une bande dessinée qui explique un peu d'où vient notre énergie et comment on l'utilise. Et on apprend que à l'échelle mondiale, autour de un grand pourcentage, autour de 40-60% de l'énergie est encore faite en brûlant du charbon. Donc, quand on parle de l'énergie renouvelable, c'est l'énergie verte, ça n'existe quasiment pas parce que même pour construire l'infrastructure, ça a un impact. L'énergie renouvelable, c'est ce qui est
contribue, ce qui est entré dans le mix énergétique quand on consomme, quand on charge nos appareils, mais il faut toujours penser qu'il y a cet impact de la production de l'énergie qui rentre dans l'impact de notre consommation du numérique. Donc, rien n'est sans coût, tout a un prix, finalement. Et c'est sûr que pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, nous sommes quand même dans une société de consommation. Hein. On est appelé à acheter toujours plus, consommer toujours plus, mais il y a aussi un impact, on l'a soulevé un petit peu par rapport à être devant un écran, être hyper connecté, hyper consommé. Quels seraient un peu les impacts au niveau de la santé mentale, de la santé physique des individus? Je laisserai peut-être Daria introduire. Je vais commencer probablement par les faits qui m'ont surpris d'abord quand j'ai commencé à me renseigner sur ces questions, notamment les travaux de Caroline Fitzpatrick. C'est une chercheure, une professeure à l'université de Sherbrooke qui étudie l'impact sur les enfants, et on voit que les enfants qui passent beaucoup de temps devant les écrans, leur métabolisme change parce qu'ils bougent moins. Des fois, c'est des changements quasiment irréversibles. Si les études les durées, on peut constater que ça affecte les capacités physiques. Par exemple, les performances sportives n'est pas pareil pour les enfants qui passent plus de temps. À ça s'ajoute un autre élément, c'est-à-dire que souvent, c'est issu du milieu un peu défavorisé. On passe plus de temps, donc on a moins accès aux activités. Donc, la vie est telle que les enfants peut-être passent plus de temps devant la télé. Donc, tout ça, ça crée les inégalités qu'on voulait peut-être pas avoir et qu'on n'anticipait pas, juste à travers ce type de loisirs, donc le temps d'écran. Après, il y avait aussi des études sur la gestion des émotions négatives. Pareil, avec les enfants qui passent plus de temps devant l'écran, ils ont plus de difficultés à gérer leurs émotions négatives. Donc, on voit qu'il y a des changements au niveau physique, au niveau hormonal, au niveau qu'on saisit pas dans notre vie quotidienne si on n'est pas nécessairement expert dans le domaine. Et ça, c'est inquiétant parce que soit on doit juste consommer quand on consomme et puis attendre les résultats, et puis d'ici, un peu comme avec les cigarettes, au bout de 40 ans, dire « Ah non, finalement, c'était pas une bonne idée de fumer à côté de bébé, un nouveau-né, etc. » Ou qu'est-ce qu'il nous reste? Agir en prenant au sérieux les données toutes fraîches qui viennent de sortir des laboratoires et des études des chercheurs. Comment donner le poids, le pouvoir à ces données-là, c'est aussi toute une structure de changement, d'innovation sociale. Comment une information qui a une valeur et qui est importante pour la société, comment elle doit être véhiculée pour qu'on puisse le prendre dans la machine de changement et de nos habitudes et de ce qu'on nous propose comme type de consommation. Et là, je m'adresserai à Assad parce que c'est sûr que Incertec, c'est une entreprise qui existe depuis 1998, si je ne m'abuse, et c'est quand même une économie pionnière par rapport justement à pouvoir redonner une seconde vie à l'équipement, mais qui navigue dans une société justement de consommation. Ça fait quand même 12 ans que vous travaillez là. C'est quoi un petit peu les enjeux, parce que vous êtes un peu à contre-courant par rapport justement à cette société de consommation? Les enjeux, c'est que on a des idées préconçues, malheureusement, sur les appareils qui sont, disons, usagés, entre guillemets. En fait, nous, on fait des ordinateurs reconditionnés qu'on récupère des grandes entreprises. Et c'est du matériel qui est de super bonne qualité, donc un niveau de qualité qui est supérieur à ce qui est vendu dans le marché grand public. Et quand les entreprises s'en départissent et qui nous confient leur matériel, il est encore très très bon pour les usages de monsieur, madame, tout le monde. Et une fois qu'il est remis en état, c'est sûr que ça peut répondre à quasiment tous les besoins de la communauté, en fait, aussi bien qu'un ordinateur neuf. Sauf que nous, on va privilégier, enfin, les gens privilégient le neuf parce que, waouh, ça vient de sortir, c'est super puissant, etc. Mais en réalité, les ordinateurs super puissants, on va prendre juste une petite partie de la puissance pour faire ce dont on a réellement besoin, chose que peut faire un ordinateur peut-être de 3 ans, 4 ans plus ancien, mais qui va entièrement répondre à la demande. Donc nous, on est un petit peu
on se bute à ce problème-là, cette mauvaise perception. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a poussé à faire une vidéo de sensibilisation. On fait beaucoup de sensibilisation à Incertec depuis de nombreuses années, plus de 10 ans maintenant, tant au niveau de faire des événements de réparation gratuits pour la communauté, que faire des guides pour prolonger la vie de son ordinateur, que faire des kiosques dans des événements, etc. Mais tout ça pour montrer que le reconditionné, un appareil dont on a prolongé la vie, ben c'est aussi bien et sinon meilleur, même point de vue éthique, point de vue social, pour tous les bienfaits que ça apporte, pour tout ce que ça empêche de générer comme pollution. Et donc, je parlais d'une vidéo qu'on a faite il y a pas longtemps, qui justement montre tout le cheminement qu'un ordinateur suit quand il arrive chez Incertec, toutes les étapes avec l'effacement, le nettoyage, la production, l'ajout de pièces, le contrôle qualité, etc., pour montrer que c'est fait de façon professionnelle et qu'on peut se fier à du matériel reconditionné quand c'est fait de façon rigoureuse, sécuritaire. Et donc, c'est tout bénéfice, comme je vous l'ai dit, parce que au bout du compte, on va avoir un appareil beaucoup moins cher que si on achète un appareil neuf. Et c'est beaucoup moins dommageable pour l'environnement. Et en plus, ça fait travailler des jeunes en insertion. Dans le cas d'Incertec, en tout cas, c'est comme ça. Oui. J'ajouterais, si vous permettez, que je pense que c'est aussi, ici on récolte les fruits de cette culture que tout peut être acheté, que rien ne doit être réparé. On a de moins de points de réparation pour tout autre objet, par exemple les cordonniers, ou c'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait spontanément. Et puis cette culture de racheter un autre objet et de jeter ce qui a été un peu cassé, c'est un peu ancré maintenant dans la consommation. Donc pour le numérique, ça a un impact encore plus important, mais c'est toute une culture qui doit être un peu comme reconsidérée. Et ça, je pense, tout à fait. L'idée des boutiques où on peut acheter des vêtements comme Shannon ou Renaissance, on peut trouver des vêtements de marque ou des vêtements juste appropriés pour ce qu'on veut avoir. Mais ça, on commence à avoir cette culture à Montréal et ça, c'est fantastique. Exactement. En fait, pour revenir un petit peu à la question, c'est qu'on est dans un système linéaire où on achète pour jeter. Et là, ce qu'on voudrait faire, c'est faire plutôt un modèle plus circulaire, donc l'économie circulaire, pour, en fin d'utilisation, au lieu de jeter, on va pouvoir reconditionner quand on est un organisme ou une entreprise, pouvoir mettre son appareil ou ses appareils, les remettre dans la boucle. Quand on est un utilisateur, on va privilégier la réparation, donc pour pouvoir encore utiliser plus longtemps son appareil. Ça peut être par l'ajout de pièces, ça peut être par le nettoyage, l'optimisation ou quoi que ce soit, mais au moins faire en sorte qu'on garde nos appareils plus longtemps. Et c'est sûr que là, en vous entendant, ce qui vient, c'est le mot éducation. Parce que les personnes ne sont pas nécessairement conscientes. On est très influencé aussi par le m'as-tu vu. Donc, il y a des choses aussi profondes qui sont ancrées dans nos cultures, notamment occidentales, par rapport à ça. Vous travaillez donc dans ce champ un peu de bataille pour pouvoir promouvoir. Non, il faut faire attention. Quels seraient les défis que vous verriez, que ce soit au niveau de la réutilisation de l'équipement ou que ce soit au niveau de rentrer dans cette culture de la sobriété numérique? Qu'est-ce que vous verriez qui fait un petit peu obstacle à ce que les gens puissent rentrer plus à fond dans tout ça? Je ne sais pas si Daria veut... Oui, si vous permettez, je vais essayer de bricoler un peu au niveau théorique. Récemment, j'ai découvert un concept qui s'appelle affordance. Affordance ou affordance, en fait, c'est dans les études de design ou UX design. Donc, on apprend que la façon dont d'ailleurs, quand on prend une tasse, la façon dont on pas collabore, mais interagit avec des objets, c'est pas par hasard qu'on le fait. Une tasse comme ça, de cette forme-là, ça nous invite à le prendre de certaines façons. Donc ça, c'est un peu affordance et il couvre, il explique cette interaction qu'on vit avec des objets. Par exemple, une chaise, naturellement, va s'asseoir. Un ballon, un enfant, même s'il ne fait pas de cours de foot, il va quand même taper et le faire rouler.
Donc les objets, par leur forme, par leur matériel, par leur... ils nous invitent à agir de certaines façons. Et nous, à travers notre éducation et nos capacités, en fait, éducation, je dis dans le sens plus large, dans notre expérience passée, et nos capacités, par exemple, un escalier pour un bébé qui ne sait pas marcher, il ne va pas le voir de même façon qu'un adulte qui peut monter ou s'asseoir pour se reposer. Donc, du coup, on peut prendre des objets numériques et dire, est-ce que, en fait, quel type d'interaction il nous invite à créer ensemble, quel type de consommation on veut faire, et c'est basé sur quoi. Donc, on s'entend que ces objets, ils sont là depuis pas assez de temps. Donc, c'est depuis peut-être 15 ans, 20 ans, on a des smartphones, plus, moins. Je pense qu'encore, j'ai immigré ici en 2007, j'avais encore un téléphone flip-flop, donc 15 ans, 15, 14 ans. Et ça veut dire que comment on interagit avec ces objets? Est-ce qu'on décide de l'avoir toujours neuf et après jeter quand c'est un peu usé? Est-ce qu'on décide de passer tout notre temps de la journée collé à l'écran? Pourquoi on choisit ces types d'interactions? Est-ce que si on ajoute plus d'éducation, plus d'expérience, c'est pour ça que je me dis, on peut sensibiliser, on peut parler du fait que, par exemple, il y a des études qui montrent un jeune adulte qui commence à travailler dans le monde actuel, elle va passer autour de 34 ans de sa vie devant un écran. Wow. Alors, on apprend ça nous fait peut-être mal, ça nous fait réfléchir, on dit, c'est quand même curieux, quelle vie. Et en même temps, est-ce qu'on n'a jamais essayé de vivre autrement? Donc, on n'a jamais appris, on n'a jamais eu d'expérience. Mettons, notre entreprise nous a pas dit que jeudi, c'est une journée sans technologie, sans technoférence. Vous travaillez comme vous pouvez avec un bout de papier, vous marchez dans la forêt pour réfléchir à vos problèmes, à vos projets. Donc, on n'a pas cette expérience qui est ancrée dans la culture corporative, ni peut-être même dans la culture éducative, donc ni dans les écoles. Donc, naturellement, on sait pas ce qu'on doit faire avec le numérique pour que ce soit responsable. Et ça, c'est une grosse question, en fait. On a quelques conseils, mais est-ce qu'on peut l'intégrer naturellement dans cette interaction-là, sachant que le design de ces objets, donc comment ça a été la conception de ces objets, pour bien parler en français. Donc, la conception à l'extérieur et à l'intérieur. Je parle de la forme de téléphone qui nous invite à quand même... C'est portable, portatif, c'est accessible partout. Donc, on est invité à l'allumer tout le temps. Et le logiciel qui est à l'intérieur, c'est-à-dire les réseaux sociaux ou n'importe quelle plateforme, est là des mécanismes de captologie, c'est-à-dire on est intéressé d'y revenir pour voir s'il y a de nouvelles publications. Ça, on en avait sans doute parlé, vous avez entendu parler de ces mécanismes qui nous tiennent connectés. Ce qu'on voit, c'est que dans le design, ce qui est ancré déjà dans la conception de ces objets, a priori, ce qui est ancré, c'est l'usage sans fin, le temps sans compter. Et aussi, vu que c'est très esthétique et vu que c'est quand même parfois fragile, donc des fois, les vitres se cassent ou... on est invité à changer. Et en plus, c'est accessible et en plus... Dans le monde encore plus global de l'écosystème, on voit les offres qui nous disent c'est pas grave, viens voir, il y a un iPhone, un nouveau modèle qui peut rentrer dans ton forfait quasi sans frais. Donc c'est ça, c'est question de design, question de notre interaction avec l'objet et question de nos expériences. Et pour terminer ce passage un peu théorique, c'est que probablement on devrait travailler sur les expériences qui pourraient nous apprendre à agir autrement. Et ces expériences, ça peut être ponctuel, ça peut être éducatif, ça peut être ludique. C'est juste pour donner une option. Donc, c'est quand même relativement nouveau. Je ne sais pas, au niveau des personnes qui viennent à Incertec, les personnes que vous voyez qui ont déjà cette culture, cette sensibilité, c'est quoi un petit peu les différences que vous voyez par rapport aux personnes qui n'ont pas cette sensibilité-là, par rapport à donner une nouvelle vie aux équipements? Il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous parce que le côté
mission sociale les intéresse, le côté environnemental pour les raisons que je vous ai dites. Donc ça, c'est des puissants moteurs. Il y en a d'autres qui viennent parce que c'est juste moins cher, puis ils ont entendu parler ou ils ont été référés par François Charon, qui est le parrain d'Incertec. Et donc voilà, il y a beaucoup de gens qui découvrent le prix d'abord, et puis après ils voient, ah, en arrière, il y a ça. OK, mission sociale, insertion, ça aide des jeunes, super. C'est comme un plus. Un plus. Ah, en plus, c'est bon pour l'environnement. Donc, c'est comme des couches additionnelles qui viennent renforcer la satisfaction et, bien sûr, l'usage de l'appareil en soi est important. Il faut qu'il apporte la satisfaction d'avoir quelque chose qui fonctionne bien, qui répond à tous les besoins. Donc, c'est ça. Soit les gens nous connaissent déjà un peu ou bien, soit ils viennent un petit peu par hasard ou parce qu'ils ont vu telle ou telle publicité, mais après ils apprennent à nous connaître et puis ça en fait en général des clients qui sont fidèles. Donc on s'entend que c'est vraiment un processus éducationnel graduel qui se fait par des expériences positives, comme par exemple à Incertec. Mais pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, elles vont se dire, bon, concrètement, c'est quoi les gestes que je peux poser, que ce soit pour réduire mon utilisation de technologique ou pour repenser mon utilisation technologique ou encore comment je fais si justement je veux concrètement poser des gestes pour réutiliser ou réparer des équipements. Donc concrètement, qu'est-ce que vous pourriez suggérer, qu'est-ce que vous pourriez conseiller? D'accord. Tout d'abord, si on est une entreprise, après je vais parler pour les particuliers, si on est une entreprise qui a des ordinateurs à se départir, qu'on n'utilise plus parce qu'ils sont amortis, parce que, mettons, au bout de 3, 4, 5 ans, il y a une rotation de parc, c'est intéressant de savoir qu'il y a une option qui n'est pas celle du recyclage, mais qui est celle du réemploi. Parce que le réemploi va prolonger la vie des appareils, alors que le recyclage va les détruire pour réutiliser les matériaux pour autre chose. Parce que là, on est dans la hiérarchie des 3 RV, les fameux 3 RV. Donc, réduction à la source, réemploi et à la fin, le recyclage. Donc, il y a ça. Donc, donner les appareils pour le réemploi, surtout si il y a une mission sociale en arrière pour justement aider des jeunes, c'est un plus aussi. Au niveau des particuliers, au niveau des consommateurs, c'est d'abord voir si l'appareil qu'on a déjà, on peut l'entretenir, donc pour le garder le plus longtemps possible, le nettoyer, l'optimiser, etc. Si on peut le faire réparer quand il est brisé, si on peut lui rajouter des pièces pour augmenter ses performances, et quand il est en fin de vie, en fait non, quand il est en fin d'utilisation, comme par exemple, je sais pas, on n'en a plus besoin réellement, on peut le donner au suivant. Ou s'il est vraiment en fin de vie, parce qu'il marche plus du tout, il n'y a plus rien à faire, là, oui, on va l'envoyer au recyclage dans la bonne, dans la bonne filière. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est qu'on veut prolonger au maximum la durée de vie de nos appareils. Est-ce que ça ne nécessite pas des connaissances techniques, par exemple, pour pouvoir savoir la mémoire? Parce qu'il y a des personnes qui sont complètement néophytes. C'est vrai. Et là, elles se disent, mais comment je fais concrètement? Alors, soit, si on s'y connaît un minimum, on peut s'auto-former, faire de l'auto-réparation. Il existe plein de ressources sur Internet. Sur YouTube, par exemple, il y a plein de tutoriels. Nous-mêmes, à Incertec, on a un guide pour prolonger la vie des appareils avec des petites capsules techno qui montrent comment faire pour rajouter de la mémoire, pour nettoyer l'intérieur de l'ordinateur, pour optimiser les performances, etc., etc. Sinon, il y a toujours des événements de réparation auxquels on peut aller avoir un coup de main de la part de bénévoles. Il y a les Réparotons que fait Incertec, il y a les Repair Café aussi, qui sont très populaires. Puis, quand on est au bout de ces ressources-là, il y a les professionnels. Il y a tout un écosystème de réparateurs. D'ailleurs, il y a le magazine Protégez-vous qui a fait une cartographie des réparateurs à travers le Québec. Donc, vous allez sur le site, vous tapez sur un moteur de recherche Protégez-vous, carte des réparateurs. Vous allez voir une carte interactive. Vous allez avoir plusieurs
plein de réparateurs dans plusieurs domaines différents. Donc, ça peut être ça. Puis, un réparateur professionnel peut vraiment vous aider à garder votre machine plus longtemps, moyennant quelques dizaines de dollars ou centaines de dollars, ça dépend disons du problème, mais ça sera toujours moins cher que d'en acheter un neuf, et même au point de vue écologique, au point de vue environnemental, ça va être beaucoup moins coûteux pour l'environnement et voilà, pour la société. Je ne sais pas aussi à un niveau, donc monsieur, madame, tout le monde qui veut poser des gestes pour réduire ou repenser sa consommation numérique. Je pense que j'ai un message pour à la fois pour les utilisateurs et utilisatrices, mais aussi pour les entreprises. Et ça a un rapport avec justement l'éco-conception des plateformes ou des sites web ou des logiciels. Parce que ce qui peut arriver parfois, c'est vous avez votre téléphone ou votre ordinateur, vous décidez de télécharger une application et comme par hasard, le téléphone vous dit « Ah non, c'est pas compatible avec votre téléphone ». Et la première pensée qui vient à l'esprit, que c'est effectivement mon téléphone, il faut le changer. Mais il faut juste faire un pas en arrière et dire que c'est pas le problème du téléphone, c'est le problème de logiciel qui n'a pas été éco-conçu pour être compatible avec le plus grand nombre. C'est pour ça qu'en fait, la transition numérique, ça ne peut pas se faire uniquement du côté du utilisateur ou côté entreprise ou côté logiciel, je ne sais pas, ou côté les entreprises qui recyclent, qui font les réparations. C'est vraiment un effort collectif et une compréhension, une sorte d'agenda, une sorte de projet collectif qui doit être associé à cette transition. Et notamment, donc, je vous donne un exemple assez courant, en fait, c'est ce qui s'est passé avec le VaxiCode. Si vous vous souvenez, c'est l'application qui était quand même assez populaire parce que c'était proposé par le gouvernement. Et moi, j'ai pris comme exemple des captures d'écran de mon collègue qui avait son téléphone neuf acheté en 2017. Donc, l'application, c'était 2019, c'est Covid, 2021, je pense. C'était, donc, il avait son téléphone qui avait 4 ans ou 5 ans, qui fonctionnait parfaitement, mais qui était plus compatible avec VaxiCode. Et dans ces moments-là, il faut se dire, mais à la limite, on peut quasiment ne pas utiliser l'application, mais conserver le téléphone, l'appareil, plutôt que suivre cet élan de on change tout pour le nouveau modèle, pour la nouvelle version, pour le dernier cri. Notamment, mon conjoint, il avait ses codes imprimés sur le papier parce que il n'a pas de téléphone, tout court. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça mérite un podcast à part. Comment vivre sans téléphone aujourd'hui. Mais ça, c'est aussi un message pour les entreprises. Lorsqu'ils essayent de construire une plateforme en logiciel, il faut que ce soit testé sur des modèles plus anciens et pour qu'il soit compatible et agréable à utiliser sur les modèles plus anciens. Et donc, en faisant ça, ils font effectivement les logiciels plus légers, éco-conçus, qui sont moins énergivores, qui sont dont le parcours est plus fluide et compatible avec plusieurs types d'équipements. Et ça c'est répercuté justement sur l'impact et sur notre envie de changer l'appareil. Et donc, ça prolonge la durée de vie de l'appareil au-delà de la durée de vie de l'appareil, en fait, parce que c'est compatible puis c'est fonctionnel. Là, c'est sûr qu'ici, on est à Montréal, au Québec. Il y a plusieurs initiatives qui existent aussi au niveau international, comme la journée sans numérique, où il y a des applications. Je pense à une application aussi sur Ecoist Club. Oui. Donc, il y a quand même des initiatives qui existent au Québec pour voir concrètement comment je fais. Tantôt, Saad parlait de protégez-vous. Il y a eu comme des cartographies. Donc, je ne sais pas si il vous vient en tête quelques initiatives. Bon, Ecoist Club, c'est sûr qu'il va en venir par rapport à l'application, mais des initiatives québécoises, justement pour pouvoir accompagner les personnes concrètement dans la sobriété numérique.
Bon, tout d'abord, on peut citer l'Agite Québec. C'est une association dont on fait partie tous les deux. Donc, c'est l'association pour une gestion techno-responsable, gestion informatique techno-responsable, plus exactement. Donc, c'est une association qui fédère des acteurs des technologies de l'information ici au Québec pour pouvoir partager les bonnes pratiques, les promouvoir et faire la promotion de... pas le Green IT, c'est un mot un petit peu éculé ou galvaudé, c'est le mot que je cherchais. Donc l'écotique, si on peut dire. Donc il y a ça, il y a un équivalent ou un collectif qui vient d'être créé récemment, qui s'appelle le collectif numérique responsable Québec. Donc ça aussi, ça vient d'être... qui fait un petit peu le même travail. Donc, voilà. Il y a Chemin de transition qui a imaginé un défi numérique, en fait, pour voir comment se rejoignent comment on va couper ça au montage. Les défis numériques, c'est pour la transition, pour faire converger la transition socio-écologique et le numérique. Donc, réfléchir à des scénarios dans le futur pour arriver à ça. Est-ce que... Mais je nommerais la chaire de commerce électronique à HEC qui s'intéresse beaucoup au numérique responsable et qui intègre ses connaissances à travers, par exemple, les activités comme les fresques numériques qui sont maintenant offertes aussi aux étudiants de HEC. Il y a beaucoup de projets de recherche qui se développent autour de ces enjeux au niveau international, mais ce qui est aussi tout à fait accessible au Québec, je pense que c'est troisième fin de semaine, troisième samedi, au mois de mars, c'est e-Cleaning Day. Je pense que c'était en Estonie, à Tallinn. Je pense qu'ils ont lancé cette initiative où justement ils nous invitent à regarder en fait toutes les données qui dorment sur des nuages et qui peuvent être probablement effacées. Il y a, comme je disais, les fresques, donc la maison du développement durable qui propose des activités dont les fresques du numérique ou donc on peut apprendre aussi des fresques du climat qui permettent de se situer par rapport à ces enjeux. Tout à fait, les fresques du numérique. D'ailleurs, on en a fait à Incertec, les fresques de l'économie circulaire. On peut citer aussi Équiterre, qui a beaucoup travaillé pour faire la promotion de la réparation et du réemploi, et qui a beaucoup fait des recommandations au niveau gouvernemental pour arriver notamment à l'adoption de la loi sur la réparation et contre l'obsolescence en octobre de l'année dernière. Donc, il y a quand même pas mal d'initiatives ici au niveau local. Je nommerais aussi Nord Ouvert ou Open Doors, c'est un organisme qui s'intéresse à la gestion de données, à la gouvernance de données, et il parle aussi des cycles de vie des données, et c'est un rapport direct avec quel type de données on collecte, pendant combien de temps, et pourquoi. Et donc, vu l'impact de l'intelligence artificielle et de données qu'on génère, il y avait je sais pas si c'est encore valide cette information, mais autour de 29 téraoctets déversés chaque seconde sur Terre, donc à travers nos activités de façon consciente ou pas consciente, c'est-à-dire des fois on partage quelque chose réellement en ligne, ou des fois c'est des informations qui, comme notre position dans l'espace, etc., qui sont juste collectées par des applications qui tournent en permanence en arrière-plan. Ouais, je pensais aussi, il y a le TIES, Territoire innovant en économie sociale et solidaire, qui travaille beaucoup en ce moment par rapport au réemploi solidaire. Donc, c'est quelque chose qu'on va entendre parler bientôt. Donc là, on voit vraiment que c'est un enjeu, la sobriété numérique qui touche à la fois, les citoyens, les citoyennes, les individus, mais aussi les décideurs, les entrepreneurs, les politiques. Donc c'est une réflexion qui est en cours. Là, pour terminer, si vous deviez adresser un dernier mot, le mot de la fin par rapport à cet enjeu de sobriété numérique, qu'est-ce que vous auriez le goût de dire aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent ?
Moi, je dirais que c'est le mot de la fin, mais c'est que le début. Donc, il faut... je sais qu'on n'a que 24 heures par jour. Et souvent, quand on nous impose une activité de plus, que maintenant, il faut s'informer sur le numérique. Et maintenant, il faut agir en tant que consommateur, consommatrice responsable. Tu te dis, mon Dieu, mais il y a trop de tâches sur ma liste de choses à faire. Mais moi, je pense qu'on peut aussi trouver beaucoup de plaisir dans cette quête de solutions du numérique responsable, parce que c'est pas une question juste de l'industrie, c'est une question culturelle, c'est une question de connaissance, c'est une question de démocratie, c'est une question de anthropologie, parce que dès que vous plongez, en fait, vous commencez à réfléchir à ces enjeux-là, vous dites, oh mon Dieu, mais c'est mon corps qui est augmenté avec l'usage des technologies qui sont pas éco-responsables, qui affectent mon corps, qui affectent la planète, qui ont l'enjeu de pouvoir, avec des entreprises qui sont comme GAFAM, qui s'emparent de nos informations pour diriger notre façon d'agir. Tu te dis, mais stop. C'est quasiment une science-fiction. Et dès qu'on plonge, dès qu'on passe un peu de temps à réfléchir sur cette transition, c'est juste fascinant. Et je pense qu'il y a un moyen d'être inspiré par cette transition. Et je sais que c'est complexe et c'est quasiment un travail à temps plein, réflexion, etc. Mais c'est un peu comme j'ai l'impression que on est un peu dans la civilisation technocratique. Et je pense que c'est un philosophe, je me rappelle plus qui exactement, mais qui disait qu'on vit pas dans en fait, on vit dans les médiarchies, on vit pas dans autre chose. Je me rappelle plus. C'est très bien, je cite parfaitement bien, mais le message était qu'on vit dans les médiarchies et dans les médiacraties. En fait, c'est comme il a parlé des éléments où, en fait, c'est les médias, c'est les technologies de l'information, de la communication qui sont c'est le pouvoir actuel. Et donc, si on fait pas attention à ces institutions-là, on saurait pas faire notre transition écologique. Donc, c'est quelque chose de crucial. Et donc, oui, j'aimerais juste répéter que s'intéresser à la littératie numérique, à la transition numérique, c'est quelque chose qui peut toucher plusieurs facettes de notre vie. Et chaque personne peut s'y retrouver parce qu'il y a quelqu'un qui est plus expert en programmation, il y a quelqu'un d'autre qui est plus expert en comportement, il y a en psychologie, etc. Il y a énormément de facettes qui sont tous très, très intéressantes et qui sont tous qu'on mérite notre attention, et on peut finalement trouver du plaisir à débloquer certaines choses et à vivre, construire ensemble numérique, un monde numérique qui nous convient. Merci beaucoup. Je ne sais pas ça, le mot de la fin. Que dire après ça? Vraiment, le mot que je vais pousser, c'est prolonger. Prolonger la vie de vos appareils au maximum. Encore une fois, c'est des appareils qui sont précieux. Quand vous savez tout ce qu'il y a comme énergie, comme matériaux qu'il y a là-dedans, tout ce que ça comporte comme... Bref, c'est quelque chose qu'il faut absolument garder et entretenir. Et donc, on veut que les gens se rendent compte que ça peut toujours fonctionner le plus longtemps possible si on adopte les bons gestes pour le faire. Merci beaucoup pour ce partage, pour toutes ces informations précieuses. Ça a été très enrichissant. Puis on souhaite que les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, puissent aussi aller regarder les ressources dont vous avez parlé, parce que effectivement, ce n'est que le commencement, ce n'est que le début. Donc merci pour votre présence. Merci aussi d'être avec nous sur ce balado. Donc, comme je le disais au tout début, nous sommes au studio Archétype, un très beau studio d'ailleurs, si vous le souhaitez. Il est possible, en regardant dans la barre de description, en entrant le code la puce déclic, de pouvoir avoir un contact intéressant avec le studio. Donc, merci beaucoup à nos invités. Merci encore d'être avec nous. Et puis, on vous dit à un prochain épisode.